Bonjour à tous, mon nom est François Retter, je suis consultant avant-vente spécialisé sur les thématiques décisionnelles au sein du groupe SAP. Alors je vous remercie pour votre participation au webinaire de ce jour qui sera dédié à la solution Lumira 2.0, donc la solution de visualisation agile de SAP. Alors au cours du webinaire, je voudrais parcourir les éléments suivants. Dans un premier temps, j'aimerais aborder des éléments contextuels avant de basculer sur une introduction à la stratégie de SAP, afin de mieux positionner cette solution de visualisation agile de SAP. Dans un troisième temps, je réaliserai une démonstration du produit et je clôturerai la session en revenant sur les avantages de cette solution. Alors si vous avez des questions au cours de cette session, n'hésitez pas à me les adresser au travers le chat. Je me ferai un plaisir de revenir sur ces questions en fin de présentation. Alors SAP dans l'économie digitale. Alors il faut savoir que SAP a 45 ans d'expérience et une spécialisation dans plus de 25 secteurs d'activité. Vous voyez ici une vidéo de la façon dont nous travaillons aujourd'hui dans un cadre toujours plus digital et toujours plus dynamique. Alors SAP a un chiffre d'affaires particulièrement important en 2016 et regroupe des 85 000 employés. J'aimerais insister sur quelques chiffres sur ce slide qui sont sur la partie basse du graphique. En l'occurrence, SAP aujourd'hui compte 365 000 clients à travers 190 pays. Et ces 365 000 clients nous font confiance au travers d'un écosystème de partenaires, de 12 000 partenaires et plus de 300 000 consultants. Pourquoi je voudrais insister sur ces chiffres? Bien parce que SAP repose sur cet écosystème de consultants et donc construit une relation tripartite extrêmement forte, extrêmement proche avec l'ensemble de ses clients qui nous font confiance. Alors, sur quoi repose la stratégie de SAP au global? Donc, SAP est connu pour son cœur transactionnel, donc le cœur transactionnel, également l'ERP, qui permet d'exploiter l'ensemble des données de l'ensemble de ses partenaires sur différentes activités, comme l'automobile ou le transport, comme on peut le voir, comme cela nous est suggéré à l'écran. Donc le cœur de cette stratégie repose sur le transactionnel, repose sur le RP, mais pas seulement. On le voit, nous avons du décisionnel qui peut être embarqué, qui peut être externe, qui est particulièrement lié à ce transactionnel. Et donc la suite Business Object permet de répondre à ces problématiques décisionnelles. Et on le voit, on a également 4 grands jalons à cette transformation digitale et à la stratégie de SAP dans cette transformation digitale, qui sont l'expérience client, avec des solutions de CRM, de gestion des forces de vente, de gestion du marketing, de gestion du commerce, avec des solutions en ce qui concerne l'engagement du personnel, de Human Capital Management, telles que SuccessFactors, la gestion des dépenses et également l'Internet des objets. Alors pourquoi je veux revenir sur cette stratégie qu'a SAP dans l'accompagnement de la transformation digitale de ses clients? Bien parce que comme vous le voyez, nous avons le cœur de cette stratégie qui repose sur l'ERP, mais on voit qu'aujourd'hui la transformation digitale va beaucoup plus loin que cela. Elle va également sur des problématiques décisionnelles, sur des problématiques d'expérience client et ainsi de suite, comme je viens de l'évoquer, que l'ensemble de ces thématiques sont directement intégrées à ce cœur de stratégie. Et SAP est le seul acteur sur le marché à proposer une telle intégration permettant d'accompagner l'ensemble de ses clients. Alors aujourd'hui, donc, on vit dans un monde où la transformation digitale est extrêmement forte et on vit également dans un monde où l'ensemble des utilisateurs ont une exigence d'expérience sans friction qui est également extrêmement forte. Quand on pense aux utilisateurs, on peut avoir deux axes dans l'analyse qui sont les clients, mais également les employés. Alors pourquoi? Parce que quand on a une expérience d'achat, on a à la fois les clients, mais également les employés qui doivent réaliser un certain nombre d'efforts pour répondre aux besoins. En l'occurrence, traditionnellement, on le voit, dans une expérience d'achat, on a un certain nombre de processus qui doivent être réalisés. On doit avoir par exemple l'IoT d'Event Management lorsqu'on a un déclenchement lié à un objet connecté. On doit avoir éventuellement une configuration, une cotation liée au produit. On doit avoir un ordre d'achat et également l'ensemble des éléments liés à la supply chain.
On le voit comme le suggère ce graphique, l'ensemble de ces éléments, l'ensemble de ces activités ne sont pas forcément intégrés et peuvent nécessiter des efforts tant de la part du client que de la part de l'employé afin de répondre aux besoins. Ceci dit, vous voyez, il y a un certain nombre de clients qui ont des processus particulièrement intégrés qui vont permettre de réduire à la fois l'expérience du client et l'effort de l'employé, et donc de répondre à cette exigence d'une expérience sans friction. Maintenant, si on va encore un petit peu plus loin dans la réflexion, on peut penser à des entreprises comme Uber, on peut penser à des entreprises comme Amazon, qui vont permettre de proposer une expérience d'achat, une expérience de consommation, qui sera véritablement sans friction. En effet, quand on pense à Uber, on voit à quel point il est facile pour le client de demander une voiture, d'avoir une simulation de la course, tant d'un point de vue de la trajectoire que d'un point de vue du coût que cela va représenter. Mais on a également des efforts qui sont particulièrement réduits pour les employés. Le chauffeur, de son côté, une fois que le client a commandé le Uber, va avoir une notification qui lui sera poussée, il va avoir un itinéraire afin de retrouver ce client, et il aura automatiquement l'itinéraire du point au moment où il a retrouvé le client jusqu'à la destination, afin de faciliter la meilleure expérience de ce client, d'un point de vue technologique. Une fois que la course est terminée, le chauffeur sera automatiquement facturé, sera automatiquement crédité, payé, et le client sera automatiquement débité. Il pourra même avoir une facture. Quand on pense à l'expérience d'Amazon, une expérience d'achat, on le voit, pour le client, c'est également extrêmement simple. Lorsqu'il souhaite réaliser un achat, il a un certain nombre de suggestions qui lui sont réalisées lorsqu'il fait une recherche sur la barre de recherche. Il a des recommandations du fait de la navigation qu'il a pu réaliser. Une fois qu'il a fait son choix, on pourra lui pousser des produits complémentaires et il aura automatiquement, de la même façon que pour Uber, la transaction, le débit qui sera réalisé, puisqu'il aura enregistré sa carte de crédit. Et l'adresse de livraison sera également enregistrée, il pourra réaliser très facilement les étapes de validation jusqu'à la sélection de son adresse de livraison. Pendant ce temps, une fois que la réalisation de la commande a été validée, pendant ce temps, l'employé également a un certain nombre d'actions à réaliser, mais qui dans le cas d'Amazon sont particulièrement simplifiées, puisque, pour parler de l'exemple de la supply chain est véritablement intégrée de bout en bout, à tel point que la livraison est extrêmement rapide, et on le voit aujourd'hui, pour ceux qui bénéficient de la livraison Amazon Prime, en ce qui me concerne, j'ai réalisé l'abonnement depuis peu de temps, et je suis toujours stupéfait de la rapidité à laquelle cela va. Mais lorsque l'on réalise une commande, dans les 24 à 48 heures suite à cette commande, nous sommes déjà livrés. Et on le voit donc dans le cas d'Amazon, l'expérience d'achat est optimisée de par une réduction des efforts tant du client que de l'employé. Alors pourquoi je voudrais vous parler de cette expérience, de la révolution de l'expérience sans friction? Et parce qu'on retrouve un petit peu cela dans le monde de l'informatique et dans le monde du décisionnel, dans l'exigence que les utilisateurs finaux ont d'avoir une consommation agile, une consommation fluide du décisionnel. Et donc, fort de ce constat, SAP a intégré cette exigence dans sa stratégie décisionnelle, tout au long de la courbe de maturité que l'on peut proposer à nos clients. Alors, quelle est cette courbe de maturité? Alors, si vous voulez, une courbe de maturité va permettre de dégager un certain nombre d'avantages compétitifs en fonction justement donc, de cette maturité. Et si on considère la maturité d'un système décisionnel, il faut savoir que tout naît des données. En effet, le socle de tout système décisionnel sont les données qui doivent être brutes, qui sont stockées, qui sont épurées, donc qui sont stockées dans un data warehouse et qui sont transformées, qui sont épurées grâce à un ETL. Ceci est le socle de tout système décisionnel, puisque c'est ce qui va permettre de réaliser l'analyse qui succédera.
Une fois qu'on a construit ce socle à tout système décisionnel, on va réaliser des rapports standardisés, on va construire un certain nombre de rapports ad hoc qui constituent les analyses qu'on peut réaliser dans le cadre d'une BI d'entreprise. Ces deux fondements vont permettre de répondre à des problématiques de typologie. Que s'est-il passé? Puisqu'on a des rapports qui seront dynamiques, mais qui seront orientés à des utilisateurs, comment dire, un petit peu techniciens dans leur construction. On voit apparaître avec le temps une nouvelle demande, notamment avec cette exigence d'expérience sans friction, qui va s'orienter davantage sur les utilisateurs finaux. Cela constitue la BI agile, où on aura une BI qui sera dite en self-service, une BI qui sera dite de visualisation agile, où les utilisateurs finaux, les utilisateurs non sachants, vont construire par eux-mêmes des rapports. Et à la différence donc de ces rapports de BI d'entreprise, ces utilisateurs sont davantage métiers et ils vont permettre, cette BI agile va leur permettre de s'interroger sur la signification de telle ou telle valeur dans les rapports. Et ils vont investiguer dans la donnée. De fait, ils vont se poser des questions de typologie. Pourquoi cela s'est-il produit? Maintenant, si on va aller un petit peu plus loin encore, on va sur de la BI dite avancée, de l'analyse prédictive, où l'on va construire des analyses prédictives dites génériques, de la modélisation, de l'optimisation. Et ceci donc constituerait la quatrième brique de cette courbe de maturité. Ce qui est important de noter, c'est que SAP accompagne, de par son expertise, l'ensemble de ses clients tout au long de cette courbe de maturité, et donc notamment sur cette brique dite de BI agile. À tel point que la BI agile est au fondement même de la stratégie et de la plateforme décisionnelle de SAP. Alors la plateforme décisionnelle, comment s'articule-t-elle? Il faut savoir que dans un système décisionnel, et c'est ce que j'avais représenté dans cette courbe de maturité, tout naît des données. Les données qui peuvent provenir d'une multitude de sources, d'un ERP, d'un data warehouse, d'une base de données ANA, d'un fichier, donc c'est des données qui peuvent être structurées, des données qui peuvent être non structurées. Ce qui est important de noter, c'est que cette plateforme décisionnelle doit pouvoir exploiter toute typologie de données. Donc on est sur un environnement agnostique et on doit pouvoir croiser l'ensemble de ces informations. C'est ce que l'on va faire avec cette plateforme décisionnelle et avec la couche sémantique. Donc cette couche sémantique qui va permettre de croiser l'ensemble de ces informations et de cacher la complexité de ces différentes bases de données. Ensuite, on va définir pour l'ensemble des utilisateurs des droits et des usages qui seront communs, quel que soit le mode de consommation que l'on souhaite avoir. Et donc, si l'on reprend la courbe de maturité qu'on a vue précédemment, on pourra avoir un usage de reporting, de BI d'entreprise, un usage en termes de Agile Data Discovery, de visualisation agile, également un usage en termes d'intégration à Microsoft Office, qui va permettre d'encadrer la consommation de nos données, avec le respect des droits qu'on pourra avoir dans cette plateforme décisionnelle, dans un cadre donc structuré, tel que le plugin à Microsoft Excel ou à PowerPoint. Maintenant, quel sera le mode de consommation? Ce sera au travers de la mobilité, au travers un navigateur, en client lourd, de façon intégrée, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, encore une fois, on va faire un focus plus précis sur la partie Agile Data Discovery et comment cela s'articule dans cette stratégie au cœur donc de cette plateforme décisionnelle. Alors l'objectif, encore une fois, de cette solution de visualisation agile sera de permettre de proposer une agilité à l'ensemble des analystes métiers. Si je disparais de l'écran, je vais vous diffuser cette vidéo. Donc, de fait, les analystes métiers vont pouvoir accéder à l'ensemble des données de cette plateforme décisionnelle, quelle qu'en soit leur origine, et de visualiser, d'agréger ces informations extrêmement simplement. Cela va permettre, étant donné qu'on est sur une solution qui est orientée vers les utilisateurs finaux, d'accéder à ces informations sans aucune courbe d'apprentissage, que ce soit en mobilité ou sur un terminal, que ce soit en mobilité sur un smartphone ou sur un client léger, sur un navigateur par exemple. Et cela va également représenter un gain significatif pour l'informatique, puisqu'ils vont pouvoir déployer cette solution auprès d'une population extrêmement large, tout en respectant les droits qui auraient pu être réalisés, qui auraient pu être définis dans cette plateforme décisionnelle, telle qu'on l'a vu précédemment.
Alors je vous propose désormais donc de réaliser une démonstration donc, de Lumira afin de mieux comprendre comment cela s'articule. Donc pour cela, je vais vous montrer avec un jeu de données qui va me permettre de faire le suivi des performances de vente d'une entreprise qui commercialise des vélos. Donc comment on va pouvoir d'abord consommer ces informations. Donc je vais vous montrer un rapport fini. Un rapport fini donc, qui sera particulièrement agile, un tableau de bord. Et je vais vous montrer dans un deuxième temps comment on va construire ce rapport de l'acquisition des données à la construction du rapport, à la transformation des rapports, en étant donc en ayant la casquette d'un utilisateur final et donc en n'étant pas technicien. Donc comme je disais, je commence cette présentation avec un rapport fini. Donc vous le voyez ici, donc je suis sur une dimension tableau de bord où j'ai accès à différentes informations qui seront consolidées, qui seront agrégées, qui vont provenir de mes différentes sources de données, qui vont me permettre d'avoir une vue synthétique de l'activité de mon entreprise. Donc on le voit, j'ai un certain nombre d'indicateurs clés, comme la performance de vente de mon entreprise qui commercialise des vélos, pour les distributeurs généralistes, mais également pour les distributeurs spécialisés. Je vais avoir une représentation de mon activité pour l'ensemble de mes lignes de produits. Et je vais avoir mes informations sur ma profitabilité, ainsi qu'un élément cartographique. Ce qui sera important de noter, c'est que sur ce tableau de bord, je vais vouloir faire de l'interaction. Je vais vouloir interagir, par exemple, avec cette carte, en, par exemple, zoomant à un niveau inférieur. Et vous voyez qu'ici, sur une dimension géographique, les dimensions géographiques, j'ai une dimension de pays et j'ai également des sous-régions, comme on peut le voir ici sur la carte des États-Unis. Mais je vais avoir d'autres façons d'interagir avec mon graphique. Des dimensions géographiques, certes, mais pourquoi pas sur des dimensions en termes de lignes de produits. Je vais pouvoir également filtrer, si je veux filtrer sur une ligne de produit, par exemple, ma ligne de produit racing, ou bien l'exclure. Ce que je vais vouloir faire, c'est aller un petit peu plus loin dans mon analyse. Vous voyez ici, je peux créer d'autres types de représentations avec des axes avec deux ordonnées qui me permettront d'avoir une analyse sur mon revenu et ma profitabilité pour l'ensemble ici de mes clients. Rajouter des contrôles d'entrée très facilement afin d'avoir des leviers d'action sur ces graphiques qui vont me permettre de rafraîchir l'ensemble de mes restitutions visuelles. On le voit, je ne vais pas m'étendre sur l'ensemble des capacités graphiques que je pourrais retrouver dans cette solution. L'idée étant de créer quelque chose d'interactif, de dynamique, sans pour autant avoir des connaissances techniques, et de créer des infographiques, de créer également un certain nombre de je vais disparaître pour agrandir cette image, de créer un certain nombre d'infographiques, afin d'avoir une vue synthétique. Ici, si on souhaite par exemple imprimer ou représenter ce type de restitution qui sera particulièrement intéressante sur un terminal mobile, puisqu'on pourra zoomer, scroller à différents niveaux, en rajoutant des commentaires pour avoir une dimension collaborative. Et on le voit, je peux rajouter l'ensemble de mes éléments de restitution visuelle sur cette présentation. Donc, je vais vous montrer très simplement ici comment on allait pouvoir créer des éléments particulièrement graphiques. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est comment arrive-t-on à ce résultat. Alors pour cela, donc, je reviens à la page d'accueil. Ce que je vais faire, donc la première chose que je voudrais faire, c'est procéder à l'acquisition de mes données. Donc vous voyez, j'ai la possibilité de procéder à l'acquisition en importation ou en données live de mes différentes sources de données, que ce soit du BW, du HANA, procéder à l'acquisition de mes données d'univers qui va me permettre de bénéficier de l'ensemble de mes droits et de mes groupes d'utilisateurs, quelque chose qui est extrêmement important dans l'administration qu'on peut avoir de ces données, et également si je souhaite faire une requête en SQL, et bon, j'ai un certain nombre d'autres possibilités. Dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à l'acquisition d'un fichier Excel. Et vous le voyez ici, ce qu'il se produit, c'est que j'ai une analyse de mon fichier qui est réalisée. Et à partir de là, je vais pouvoir valider ou infirmer qu'il s'agit du bon fichier Excel. Donc on le voit ici, donc, comme je l'exprimais, j'ai les données de vente d'une entreprise qui vient commercialiser des vélos sur le territoire américain.
trouve les données qui étaient présentes sur les graphiques, sur les rapports que j'avais précédemment. Donc ce que je vais faire, une fois que j'ai validé qu'il s'agit bien du jeu de données que je souhaite analyser, je vais simplement commencer à construire mon premier rapport. Et donc, ce que je vais faire, c'est que ici, j'ai l'acquisition de l'ensemble de mes données qui a lieu. Vous voyez que j'ai fait l'analyse de mes 14 000 lignes, que cette acquisition a été faite rapidement. Et à partir de là, je me retrouve sur l'interface de création. Alors, on le voit sur la partie gauche, j'ai l'ensemble de mes mesures et de mes dimensions. Dans le cadre d'un fichier Excel, ces mesures et ces dimensions sont issues de l'analyse des données qui étaient présentes dans ce fichier Excel. Dans le cadre de la connexion à un univers, on bénéficiera bien entendu des mesures et des dimensions qui sont définies dans cet univers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer un graphique, un rapport tel qu'il était présent précédemment donc sur mon graphique que je vous ai montré à l'instant. Alors ici, donc je le vois, j'ai un premier élément où on vient me suggérer d'aller rajouter des mesures ou des dimensions. Donc ce que j'avais ici, c'était une représentation cartographique de mes performances de vente pour l'ensemble de mes régions aux États-Unis. Alors ici, on le voit, j'ai l'ensemble de mes dimensions, et si vous vous souvenez bien, quand j'ai joué un petit peu avec ma représentation graphique, j'ai zoomé sur différents niveaux. Pourquoi? Parce que j'avais des dimensions pour lesquelles j'avais défini un lien de hiérarchie. Et c'est ce que je vais faire en fait, si vous voulez, très facilement avec Lumira. Je peux créer des liens dans mes hiérarchies sur différentes dimensions. En l'occurrence ici, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir créer une hiérarchie géographique. Alors on le voit ici, j'ai ma hiérarchie de région. Ce que je vais faire, très simplement, je vais créer une hiérarchie qui peut être soit une hiérarchie géographique, soit une hiérarchie personnalisée. Dans mon cas, je suis sur une dimension géographique, donc je vais créer une hiérarchie géographique par nom ou par latitude, longitude, par coordonnées géographiques, si j'avais les latitudes, longitudes. Dans mon cas, j'ai simplement les noms. Donc je définis la région, la dimension région correspond à la dimension région. La dimension country correspond à mon niveau de pays. À partir de là, je valide, j'ai une analyse qui a été faite, et de par la base de connaissances que j'ai des dimensions qui me sont suggérées, une hiérarchie qui m'est suggérée. Dans le cadre de mon analyse, ici, j'ai 100% d'analyse réalisée. Donc j'ai créé ma première hiérarchie, qui est ici une hiérarchie géographique. Ce que je vais vouloir faire, c'est éventuellement créer une hiérarchie dite temporelle. Donc ici, de la même façon, je vais réaliser une hiérarchie dite temporelle, puisque j'ai une dimension temporelle qui a été automatiquement identifiée par Lumira. Je réalise cette dimension très facilement, et j'ai, de par mon champ de date, 4 dimensions qui ont été rajoutées, ma dimension année, ma dimension trimestre, mois et jour, qui sont automatiquement créés, et les liens sont automatiquement créés également. Je vais pouvoir réaliser éventuellement d'autres dimensions. Ici, donc, j'étais sur des dimensions qui étaient automatiquement créées. Je vais pouvoir réaliser des dimensions personnalisées, par exemple sur mes produits. Admettons, je vais réaliser une hiérarchie personnalisée sur mes produits. Donc j'ai ma ligne de produit qui est mon niveau supérieur, mon produit qui est mon niveau inférieur. Automatiquement, j'ai une analyse qui va être réalisée, et de par la suite, donc je vais pouvoir réaliser cette analyse et facilement zoomer sur mes différents niveaux. Donc pour revenir à la construction de mon graphique, comme je vous le disais, je voulais créer un certain nombre d'analyses. Je voulais créer 7 restitutions visuelles, une cartographie me permettant d'avoir une représentation de mes performances de vente, de mon revenu sur mon pays. Alors ce que je vais faire ici, donc je vais rajouter mon sales revenu pour mon pays, et à partir de là, j'ai mon sales revenu pour mon pays. Très bien, c'est intéressant, mais je suis encore loin d'une carte. En effet, je vais très simplement pouvoir basculer sur une autre représentation. Donc, vous voyez ici, j'ai changé de la façon dont je vais vouloir jouer sur mon graphique, avoir une représentation différente. Et ici, je vais choisir d'avoir une différente représentation si je le souhaite. Je vais simplement dire que je vais avoir une cartographie. Alors, donc j'en étais sur mon revenu pour l'ensemble pour mon pays. Et très simplement, vous voyez, j'ai ma carte qui a été créée.
Si je n'aime pas cette carte, je vais pouvoir changer et basculer sur un autre fond. Vous voyez, j'ai un certain nombre de fonds qui me sont suggérés. Donc j'ai créé ma première représentation. Je vais pouvoir l'adapter, l'ajuster ici comme ceci. Maintenant, je vais vouloir ajouter une deuxième carte. Alors, une deuxième carte, une deuxième représentation graphique. Donc c'est ce que je vais faire ici, vous le voyez, j'ai la possibilité d'insérer des graphiques. Et on le voit ici, j'ai l'ensemble de mes graphiques qui me sont suggérés. Donc des graphiques qui sont assez traditionnels. Je peux aller un petit peu plus loin dans mes analyses. Par exemple, si je veux avoir des camemberts, j'ai différents types de camemberts, différents types de tables et ainsi de suite. Alors si vous vous souvenez bien, dans mon graphique précédent, dans mon rapport précédent, sur la partie en bas à gauche, j'avais un column chart. Donc, je vais rajouter un column chart ici que je sélectionne. Je vais le disposer ici. Hop. Et mon column chart me permettait d'avoir une représentation mes performances de vente, de mon sales revenu pour l'ensemble de mes lignes de produits. C'est ce que je vais faire ici. Je vais simplement faire un glisser-déposer de mes performances de vente pour l'ensemble de mes lignes de produits. Et à partir de là, j'ai cette représentation qui est créée. Admettons, je souhaite changer ma représentation. Vous voyez, je peux zoomer sur ma représentation. Je souhaite un petit peu plus travailler sur cette représentation. Je vais pouvoir jouer sur les couleurs. Je vais pouvoir éventuellement changer mon axe d'analyse. Si je ne souhaite pas avoir les performances de vente, mais plutôt les quantités vendues, je vais simplement changer mes quantités vendues. C'est encore une fois un jeu de drag and drop. Je vais pouvoir rajouter des lignes, que ce soit des lignes statiques, des lignes dynamiques, si je veux avoir par exemple la moyenne. Et très simplement, je peux rajouter, enrichir mon graphique afin de faciliter la compréhension que je souhaite avoir de mes données. Donc bon, je pourrais encore continuer un certain temps à créer des différents éléments graphiques. Je peux également jouer sur le design en rajoutant par exemple un fond, que ce soit une couleur, comme ici, ou une image, rajouter un certain nombre d'images pour avoir quelque chose qui sera aux couleurs de mon entreprise, des logos, et ainsi de suite. Le résultat sera donc l'élément graphique, le rapport que je vous avais montré précédemment. Donc j'en ai terminé pour cette démonstration. Une fois que vous aurez fini de construire ces différents éléments graphiques, vous allez partager le rapport auprès de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Alors comment vous allez partager ce rapport? Eh bien, au sein de la plateforme décisionnelle, vous allez la sauvegarder sur le serveur et elle sera mise à disposition d'une population plus ou moins étendue, que ce soit des équipes ou l'ensemble des collaborateurs, si on souhaite mettre à disposition ce rapport à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Alors quel est le bénéfice de Lumira pour nos clients? Eh bien, il est double. Il faut savoir que les bénéfices sont à la fois pour le métier et pour la direction des systèmes d'information. En effet, pour les métiers, comme je voulais le suggérer avec cette présentation, d'abord, vous allez avoir une réponse rapide aux problématiques que les métiers pourront avoir. Vous avez vu les différentes étapes de création de mon rapport. D'abord, l'acquisition de mes données a été extrêmement rapide. J'ai manipulé un petit peu la donnée pour vous montrer dans quelle mesure je pouvais créer de nouvelles hiérarchies. J'aurais pu créer très facilement une variable. Je vais pouvoir enrichir mes informations, enrichir mes données. Mais ceci est extrêmement fluide et extrêmement facile et facilité, auto-guidé pour être orienté sur le métier. Je vais pouvoir créer des graphiques, des rapports qui seront engageants, qui vont me permettre d'avoir une adoption forte de ma plateforme décisionnelle. Et ceci étant l'objectif de pouvoir développer l'adoption, comme je disais, de l'analytics. En ce qui concerne, si je disparais, les avantages pour les départements informatiques, et le fait est que vous allez permettre de libérer du temps du département informatique dans la mesure où la direction informatique, étant donné que cette solution est orientée pour les utilisateurs finaux, ne sera plus en responsabilité de la création des requêtes, des rapports ou des tableaux de bord. Puisque, vous l'avez vu, la façon dont j'ai créé les rapports, c'était extrêmement simple, extrêmement fluide, et la courbe d'apprentissage est extrêmement faible sur Lumira. Le bénéfice majeur également, ce sera de connecter Lumira à la plateforme décisionnelle et donc de bénéficier de l'ensemble des avantages qui sont liés à vos univers. Donc les avantages qui sont
de cacher la complexité de la plateforme décisionnelle, de l'ensemble des bases de données. Vous allez cacher la complexité de cette base de données au travers de la plateforme décisionnelle et vous allez croiser une multitude de sources. Ceci de façon simple, de façon intuitive, à destination des utilisateurs finaux. On n'est pas dans la rédaction de code, on ne doit pas réaliser des cubes pour l'ensemble de vos rapports. Ici, au sein d'un même univers, vous allez pouvoir bénéficier d'un même univers au travers d'une multitude de rapports et l'ensemble des droits de ce même univers au travers d'une multitude de rapports, que ce soit des rapports traditionnels, de BI d'entreprise ou des rapports de visualisation agile. Et donc, ce sera quelque chose qui sera simple à gérer et à déployer, et donc au bénéfice des départements de la direction des systèmes d'information. Donc, le fait est qu'aujourd'hui, nous avons de nombreux clients qui sont satisfaits et qui adoptent cette solution donc, afin de proposer une expérience complémentaire et d'avancer dans cette courbe de maturité. On l'a vu, donc, qui repose sur plusieurs éléments. D'abord, la maîtrise de ces données. Ensuite, le déploiement d'une solution de BI d'entreprise. Puis, ce troisième aspect, ce troisième acte, qui est une solution de visualisation agile. L'objectif étant de pouvoir toujours maîtriser ces données, l'information qui est partagée à l'ensemble des collaborateurs, puisqu'on a cette source, cette plateforme décisionnelle qui sera commune à l'ensemble des usages de l'entreprise. Je vous remercie pour votre participation au webinaire de ce jour. Si vous avez des questions, c'est le moment de me les adresser. Je vais maintenant regarder le chat pour voir les questions que vous m'auriez adressées. N'hésitez pas à m'adresser des questions si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup.